Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Je cite un passage de la lettre d'Igor Kourtchatov à Staline le 30 mars 1945 dont je vous parlais tout à l'heure. « Les Allemands ont fait exploser quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas une arme conventionnelle. Le signal a été capté, les particules détectées. Nous devons enquêter. » À la fin de la guerre, vous le savez, une autre course commence, moins bruyante, mais moins connue aussi, une course aux documents, en fait, aux savants, aux brevets, aux secrets. Je vous l'ai raconté dans l'émission MK Ultra, Opération Paperclip, c'est pas seulement la victoire militaire qui importe, mais la victoire technologique et surtout la bombe. L'URSS le sait, dès 1943, elle a lancé son propre programme nucléaire dans l'ombre avec des moyens colossaux, des pressions terrifiantes. Son chef, Igor Kourtchatov, physicien méthodique, proche de Beria, l'impitoyable patron du NKVD. Vous voyez, tout le monde fait la même chose. Côté américain, le projet Manhattan, c'était évidemment l'armée qui gérait ça. Et puis la CIA n'existait pas encore tout à fait, mais évidemment, tous les services secrets existants étaient proches. Et en mars 1945, alors que les armées soviétiques pénètrent en Allemagne, Kourtchatov est informé. Quelque chose d'anormal s'est produit à Ohrdruf en Thuringe. Les services d'écoute soviétiques ont détecté ces fameux signaux étranges, des phénomènes radiologiques atypiques, un souffle, une lumière, des cadavres calcinés, des impacts inexplicables. Et un mot commence à circuler, atomnie, atomique. Et c'est une alerte qui est venue du terrain. L'information arrive effectivement de plusieurs sources croisées. D'abord, des interceptions radio. Ensuite, des rapports d'éclaireurs qui avancent, vous savez, derrière les lignes, parfois en civil, qui recueillent les témoignages de la population. Et là, on parle de morts par centaines, de brûlures sans feu, de bétail retrouvé mort sans aucune blessure apparente. Et puis viennent les fameux premiers prélèvements de sol effectués dans la précipitation par des unités scientifiques de l'Armée rouge. Les résultats sont suffisamment troublants pour déclencher une réunion d'urgence à Moscou. Le 30 mars, Kourtchatov écrit donc à Staline « Le ton est prudent mais l'enjeu est limpide. Je cite, si les Allemands ont testé un dispositif nucléaire même primitif, nous devons en comprendre la technologie. » Et donc vous avez une mission secrète qui est alors menée en Allemagne. Effectivement, alors que quelques semaines plus tard, Berlin va tomber, Kourtchatov lui-même est envoyé en Allemagne. Alors officiellement, c'est une mission d'observation scientifique. En réalité, c'est une opération de récupération à grande échelle. L'objectif, c'est de trouver les documents, les instruments, et donc les scientifiques. Ne rien laisser aux Américains, ne rien laisser au hasard. Les Soviétiques s'emparent du Kaiser Wilhelm Institute pour la physique, du laboratoire de Stadilm, de la centrale de Haigerloch et bien sûr des galeries d'Ohrdruf. Et ils emportent des tonnes de dossiers, des échantillons et des hommes. Certains chercheurs allemands comme Nikolaus Riehl ou Gustav Hertz sont invités, si j'ose dire, à poursuivre leurs travaux en Union soviétique. Et parfois pour une décennie. Ils vont, entre autres, travailler sur le réacteur soviétique RDS-1, la première bombe atomique de l'URSS, qui sera testée en 1949. Le lien est discret, vous allez me dire, mais il est là. Mais vous le savez, les archives soviétiques ont longtemps été fermées. Et pendant des décennies, ces archives resteront muettes. Officiellement, les Allemands ont échoué. Point final. L'URSS, elle, est parvenue, seule, à la bombe. Et toute allusion à des transferts technologiques serait une injure au génie du peuple soviétique. Mais au début des années 2000, vous avez un événement inattendu qui se produit. Le prestigieux Institut Kourtchatov publie, à tirage confidentiel certes, une série de volumes sur les débuts de son programme nucléaire. Rainer Karlsch met la main sur ces documents. Et parmi eux, des lettres déclassifiées, des notes internes, des témoignages croisés qui confirment que les Soviétiques ont bel et bien enquêté sur les tests nucléaires allemands dès avril 1945. Plus encore, un rapport signé de Kourtchatov lui-même évoque, je cite, « une explosion de nature non conventionnelle ayant libéré une énergie inhabituelle, localisée, probablement issue d'une réaction nucléaire non standard ». C'est donc la première fois qu'un document soviétique validé au plus haut niveau reconnaît implicitement que quelque chose de nucléaire a eu lieu à la toute fin de la guerre sur le sol allemand.
C'est la fameuse empreinte dans le sol qui va tout faire. Pour corroborer ces éléments, comme je vous le disais tout à l'heure, Karlsch et son équipe se tournent vers la science des sols et ils prélèvent des échantillons à Ohrdruf, à Rügen, à Stadtilm. 3 laboratoires indépendants vont les analyser, l'université de Gießen, celle de Marburg et la Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Je suis désolé, Bundesanstalt. Les résultats sont convergents, ceux qui parlent allemand, j'espère, vous ne m'en voudrez pas. Donc, les résultats sont convergents, des résidus radioactifs bien supérieurs à la normale, du césium-137, du cobalt-60, 2 isotopes produits effectivement lors de réactions nucléaires et non attribuables à Tchernobyl, ni aux essais soviétiques qui ont tous été menés ailleurs. En plus, les niveaux de contamination chutent brusquement dès qu'on sort du périmètre supposé de l'explosion. Donc, vous voyez, tout concorde avec une détonation nucléaire localisée survenue il y a environ 60 ans, c'est-à-dire en 1945. Un autre détail étonne. Des fragmentations vitrifiées dans les sols, je dis il y a 60 ans, au moment où ils travaillent, pas 60 ans aujourd'hui. Donc, un autre détail, encore une fois, c'est le sol qui va parler. Vous avez des fragmentations vitrifiées dans les sols, qui sont assez similaires à celles qui sont observées sur les sites d'essais nucléaires américains. Alors, pas aussi vaste, pas aussi profond, bien sûr, mais bel et bien présent, comme si le sol avait brièvement fondu, puis refroidi. C'est quand même un indice classique d'un choc thermique intense et très bref. Alors, encore une fois, il faut se poser la question, à quoi est-ce qu'on a affaire ? À une bombe sale ? À une charge creuse mal calibrée ? À une tentative ratée ? Là, les chercheurs divergent en fait sur les termes, mais tous s'accordent sur un point, il ne s'agit pas d'un leurre. C'était pas un test classique, c'était pas une simple explosion, c'était pas de la propagande. C'est une tentative réelle qui utilise des matériaux fissiles ou fusibles dans un dispositif expérimental, sans doute improvisé, mais en tout cas fonctionnel. Et le fait que l'Union soviétique ait investi autant d'efforts pour comprendre, collecter et surtout garder le secret, en dit long sur la question. Parce que si les soviétiques reconnaissaient que les Allemands avaient même brièvement atteint le seuil nucléaire, ça remettrait quand même en cause tout l'équilibre du récit de la victoire. Ça signifie que l'ennemi a frôlé l'arme absolue et que, tout simplement, personne ne l'a vu venir. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.